Le 4e jour du procès de Didi devait être une simple audience de contre-interrogatoire. Au lieu de cela, il s'est transformé en un véritable désastre. Ce qui avait commencé comme une tentative de discréditer Cassie Ventura a dégénéré en chaos, exposant non seulement les failles de la défense de Didi, mais aussi celles de Didi lui-même. Dans une salle d'audience fédérale déjà marquée par des révélations fracassantes, ce jeudi 15 mai est devenu le jour où tout a basculé. L'ego de Didi a pris le devant de la scène, son équipe juridique a perdu pied, le juge a perdu patience. Et le jury, il est resté là, témoin de la chute en direct d'un homme autrefois salué comme un magnate de la musique, oublié les gros titres, oubliez les récits des blogs. Ce qui s'est réellement passé dans cette salle d'audience était bien pire que tout ce que la machine de communication de Didi pouvait maquiller. Ce n'est pas juste une mauvaise journée pour Didi, c'est le début de la fin. Voyons maintenant comment cette 4e journée est devenue le désastre qui a humilié Didi aux yeux du monde entier. Le 15 mai 2025, 4e jour du procès fédéral de Sean Diddy Combs. Ce qui devait être une journée maîtrisée et stratégique s'est transformé en fiasco. Et le pire dans tout ça, Didi n'a personne d'autre à blâmer que lui-même. Dès l'ouverture des portes, la tension était palpable dans la salle d'audience de Manhattan. La veille, l'interrogatoire direct de Cassie Ventura s'était achevé. Pendant 2 jours, elle avait témoigné avec calme, évoquant des années d'abus, de manipulation et d'humiliation. C'était désormais au tour de la défense de la contre-interrogée. Leur chance de semer le doute, de changer le récit, mais au lieu de saisir cette opportunité avec habileté, l'équipe de Didi, menée par l'avocate Anna Ostavio, est arrivée comme des amateurs jouant aux échecs à coups de masse. Dès les premières minutes, leur stratégie était claire, présenter Cassie comme une participante consentante au fameux freak-off, en utilisant de vieux emails et messages où elle semblait, à l'époque, d'accord. Mais élaborer une stratégie, c'est bien. L'exécuter correctement, c'est essentiel, et là, c'était un naufrage à vue. Ostavio a lu à voix haute des messages explicites dans lesquels Cassie plaisantait sur le fait d'être toujours prête pour un freak-off. Dans un autre, elle évoquait la suppression d'une vidéo privée qualifiée de géniale. Leur objectif était évident, la faire passer pour une participante enthousiaste, mais Cassie n'a pas bronché. Avec calme, elle a reconnu ses messages, puis elle a replacé les choses dans leur contexte. À l'époque, je pensais que c'était ce que je devais faire pour lui faire plaisir, mais c'était plus que ça, c'était du contrôle, de la peur, une addiction. La salle est devenue silencieuse. Ce que la défense n'a pas compris, c'est qu'un consentement obtenu sous la contrainte n'est pas un consentement. Et plus ils insistaient, plus cette vérité éclatait. Le véritable désastre a commencé lorsque Didi, frustré, furieux, a décidé de prendre les choses en main. Il n'a pas physiquement pris la parole, mais il a pris le contrôle de la défense. En griffonnant frénétiquement des notes qu'il transmettait à ses avocats, il imposait ses propres questions, maladroites, mesquines, personnelles. Elle n'avait qu'un but, humilier Cassie. La défense n'était plus aux commandes, Didi dirigeait la manœuvre. C'est alors que le juge Aaron a perdu patience. Déjà agacé par la lenteur de la défense, il leur avait rappelé que Cassie était enceinte de 8 mois et demi et pouvait accoucher à tout moment. Pourtant, la défense traînait, annonçant qu'elle aurait besoin du reste de la journée et de toute la journée suivante. Le juge a sèchement recadré la défense. Ceci est exactement l'inverse de ce que l'on m'a dit. Ce témoin devait avoir terminé sa déposition d'ici la fin de la semaine. Et maintenant, vous me dites le contraire. L'ambiance dans la salle a changé. Même l'équipe de Didi a compris qu'il perdait le contrôle. Les avocats évitaient le regard du juge, feuilletaient nerveusement leur dossier. Le ministère public, lui, restait silencieux, laissant la défense s'autodétruire. Mais Didi n'en avait pas fini de s'enfoncer. Dans la nuit, son équipe avait déposé plus de 300 nouvelles pièces à conviction auprès du tribunal. Une tentative flagrante de noyer le procès sous un flot de documents. Le juge n'a pas apprécié. Vous avez eu tout le temps nécessaire pour soumettre ces éléments. Cette tactique est inacceptable. Il était évident que la défense n'était pas seulement désorganisée, elle était à bout. Didi, isolé, fulminait. Ses propres avocats s'éloignaient physiquement de lui, comme pour se distancer du naufrage. Pendant ce temps, Cassie restait imperturbable. Malgré sa grossesse avancée, malgré la violence des questions, elle a maintenu son calme. Elle a rappelé à tous la raison de sa présence, parlé des abus, du contrôle, de la peur. Elle a expliqué que ce qui semblait être du consentement dans ses messages n'était en réalité que le fruit d'une manipulation psychologique. Sa
participation volontaire n'était qu'une stratégie de survie. Chaque tentative de Didi pour déformer la vérité ne faisait que renforcer la crédibilité de Cassie. Puis est venu le coup de grâce. Cassie a témoigné sans détour que Didi était accro à la drogue. Pas un simple usage récréatif, une consommation quotidienne et lourde de cocaïne, MDMA, unicorn pills. Et lors des phases de sevrage, il devenait violent, incontrôlable. Ce témoignage a fait l'effet d'une bombe. L'après-midi, la défense était en lambeaux. Ce qui aurait dû être une occasion de semer le doute s'est transformé en un spectacle public humiliant. Didi perdait le contrôle de son propre procès en direct. Les blogs pouvaient relayer des questions sensationnalistes, mais dans la salle d'audience, la réalité était implacable. Ce n'était pas une victoire, c'était un effondrement. Le juge Aaron a alors donné un ultimatum. La défense avait jusqu'au lendemain matin pour terminer le contre-interrogatoire, fin de la récréation. Pour Didi, c'était un coup dur, sa stratégie de chaos s'effondrait. Le procès a mis en lumière ce que Didi voulait à tout prix dissimuler, un système d'abus organisé. Loin d'un simple conflit amoureux, c'était la structure même d'un empire construit sur le pouvoir, la peur et la manipulation. Le 4e jour restera comme le moment où Didi a saboté sa propre défense. Mais le drame n'était pas terminé. Alors que Didi fulminait sur son banc, que son équipe juridique tentait tant bien que mal de reprendre pied, une nouvelle couche d'humiliation s'est dévoilée, exposant non seulement l'incompétence de sa défense, mais aussi la dure réalité de ce procès. Au fil du témoignage de Cassie, une évidence s'est imposée. Didi avait passé des années à entretenir une illusion. La relation dont il se vantait n'était pas fondée sur l'amour ou le partenariat, mais sur le pouvoir, le contrôle et la peur. La défense a désespérément tenté de renverser la situation, présentant Cassie comme une ex jalouse, frustrée de ne jamais avoir reçu de bague, amère de ne pas avoir été officielle. Ils ont évoqué d'autres femmes, Kim Porter, Gina Huyn, espérant la déstabiliser, mais ils n'avaient pas anticipé la réponse froide et lucide de Cassie. Oui, j'étais jalouse au début, a-t-elle admis, mais avec le temps, j'ai compris à ma place. Je n'étais pas une partenaire, j'étais une propriété. Cette phrase a eu l'effet d'un coup de massue. Le jury a réagi instinctivement, mâchoire serrée, posture crispée. Ce n'étaient pas les mots d'une ex aigrie, c'était le témoignage d'une survivante. Didi, incapable de rester silencieux, a continué à interférer. Malgré les tentatives de ses avocats pour maintenir le protocole, il griffonnait des notes, soufflait des questions, multipliait les attaques personnelles. Elle a expliqué que ce qui semblait être du consentement dans ses messages n'était en réalité que le fruit d'une manipulation psychologique. Sa participation volontaire n'était qu'une stratégie de survie. Chaque tentative de Didi pour déformer la vérité ne faisait que renforcer la crédibilité de Cassie. Puis est venu le coup de grâce. Cassie a témoigné sans détour que Didi était accro à la drogue. Pas un simple usage récréatif, une consommation quotidienne et lourde de cocaïne, MDMA, unicorn pills. Et lors des phases de sevrage, il devenait violent, incontrôlable. Ce témoignage a fait l'effet d'une bombe. L'après-midi, la défense était en lambeaux. Ce qui aurait dû être une occasion de semer le doute s'est transformé en un spectacle public humiliant. Didi perdait le contrôle de son propre procès en direct. Les blogs pouvaient relayer des questions sensationnalistes. Mais dans la salle d'audience, la réalité était implacable. Ce n'était pas une victoire, c'était un effondrement. Le juge Aaron a alors donné un ultimatum. La défense avait jusqu'au lendemain matin pour terminer le contre-interrogatoire. Fin de la récréation. Pour Didi, c'était un coup dur, sa stratégie de chaos s'effondrait. Le procès a mis en lumière ce que Didi voulait à tout prix dissimuler, un système d'abus organisé. Loin d'un simple conflit amoureux, c'était la structure même d'un empire construit sur le pouvoir, la peur et la manipulation. Le 4e jour restera comme le moment où Didi a saboté sa propre défense. Mais le drame n'était pas terminé. Alors que Didi fulminait sur son banc, que son équipe juridique tentait tant bien que mal de reprendre pied, une nouvelle couche d'humiliation s'est dévoilée, exposant non seulement l'incompétence de sa défense, mais aussi la dure réalité de ce procès.
Au fil du témoignage de Cassie, une évidence s'est imposée. Didi avait passé des années à entretenir une illusion. La relation dont il se vantait n'était pas fondée sur l'amour ou le partenariat, mais sur le pouvoir, le contrôle et la peur. La défense a désespérément tenté de renverser la situation, présentant Cassie comme une ex jalouse, frustrée de ne jamais avoir reçu de bague, amère de ne pas avoir été officielle. Ils ont évoqué d'autres femmes, Kim Porter, Gina Huyn, espérant la déstabiliser. Mais il n'avait pas anticipé la réponse froide et lucide de Cassie. « Oui, j'étais jalouse au début », a-t-elle admis, « mais avec le temps, j'ai compris ma place. Je n'étais pas une partenaire, j'étais une propriété. » Cette phrase a eu l'effet d'un coup de massue. Le jury a réagi instinctivement, mâchoire serrée, posture crispée. Ce n'étaient pas les mots d'une ex aigrie, c'était le témoignage d'une survivante. Didi, incapable de rester silencieux, a continué à interférer. Malgré les tentatives de ses avocats pour maintenir le protocole, il griffonnait des notes, soufflait des questions, multipliait les attaques personnelles. Chaque pic, chaque allusion à la vie privée de Cassie ne faisait qu'aggraver sa situation. Les analystes juridiques présents dans la salle observaient, stupéfaits. Ce n'était plus une stratégie de défense, c'était un ego à nu, incapable de se contenir, qui se détruisait en temps réel. Puis le coup fatal est venu avec les fameuses cassettes. Le ministère public avait déjà mis en lumière un schéma d'abus, mais là le témoignage a basculé vers les freak-off tapes. Ces vidéos qu'aurait utilisé Didi pour faire chanter Cassie et la réduire au silence. Cassie a décrit la torture psychologique de savoir que ces enregistrements existaient, capturés sans son consentement véritable, utilisés comme des armes, des instruments de contrôle. La défense a tenté de minimiser, de détourner, de suggérer qu'elle avait pris du plaisir à ces rencontres. Mais à chaque question désinvolte, l'équipe de Didi s'enfonçait un peu plus, car Cassie ne niait pas l'existence des vidéos. Elle ne fuyait pas ses anciens messages, mais elle ramenait toujours le débat à l'essentiel. Tout a commencé par de la manipulation, puis c'est devenu une addiction et ça s'est terminé en abus. Cette progression simple est devenue la colonne vertébrale de son témoignage et le jury écoutait, attentif. Pendant ce temps, la stratégie du ministère public devenait limpide. Il ne réagissait pas aux provocations de Didi, il posait méthodiquement les briques de leur dossier RICO. Témoin après témoin, élément de preuve après élément de preuve, ils construisaient patiemment leur récit. Il ne s'agissait pas d'une simple relation toxique, mais d'un système d'abus organisé. Durant la pause de l'après-midi, les observateurs ont remarqué un détail révélateur. Les avocats de Didi s'étaient physiquement éloignés de lui. Ce qui avait été un groupe soudé de stratèges murmurant à voix basse s'était dispersé. Ses avocats se consultaient à l'écart, tandis que Didi restait seul, les bras croisés, visiblement furieux. Un journaliste a même comparé son attitude à celle de Magneto au tribunal, sombre, déconnecté, bouillonnant, sans plus aucune carte à jouer. C'est alors que le juge a donné le coup de grâce. Le juge Aaron a été on ne peut plus clair. La défense avait 12 heures pour terminer le contre-interrogatoire. Pas une minute de plus, fini les manœuvres dilatoires, les pièces de dernière minute, les témoins surprises. Le témoignage de Cassie se terminerait dans les délais. Pour Didi, c'était un désastre. Sa stratégie basée sur le chaos venait de s'effondrer. Le ministère public, imperturbable et méthodique, se tenait prêt et à chaque faux pas de Didi, il gagnait en force. Les blogs étaient inondés de titres sensationnalistes, concoctés par la machine médiatique de Didi, mais dans la salle d'audience, la vérité s'imposait. Didi n'était pas en train de gagner. En tentant de dominer le contre-interrogatoire, il n'avait fait que confirmer les accusations de Cassie. Son ego avait pris les commandes, précipitant sa défense dans le mur. Lorsque la journée s'est achevée, une chose était incontestable. Le 4e jour avait été catastrophique pour Didi. Et pour un homme qui a bâti sa carrière sur la maîtrise de l'image, perdre le contrôle en pleine audience fédérale était la pire des humiliations. Mais à la fin de cette journée désastreuse, une autre bataille faisait rage à l'extérieur. Alors que les lumières du tribunal s'éteignaient, les réseaux sociaux s'embrasaient. La machine de communication de Didi, bien rodée, diffusait à toute vitesse ses éléments de langage. Sur X, Instagram, TikTok, les mêmes messages défilaient en boucle. Cassie, piégée dans ses propres contradictions, Didi reprend la main. Une journée décisive pour la défense. Des titres racoleurs, des tweets viralement orchestrés, des extraits sortis de leur contexte. Tout était bon pour sauver les apparences. Mais les observateurs avertis n'étaient pas dupes.
les analystes juridiques, les anciens procureurs fédéraux, les journalistes d'investigation présents dans la salle d'audience toute la journée prenaient la parole à la télévision, sur les podcasts, dans les articles spécialisés avec un constat unanime. Didi a perdu aujourd'hui et il a perdu lourdement. La stratégie de la défense reposait entièrement sur une image, celle d'une ex-petite amie revancharde, jalouse, manipulatrice, une femme qui aurait profité de sa relation avec Didi pour grimper socialement, puis qui l'aurait trahi. Mais chaque fois que ce récit était avancé, Cassie répondait avec calme, honnêteté et une précision implacable. Elle n'a jamais nié ses anciens messages, elle n'a pas évité les questions intimes, mais elle a pris le temps d'expliquer, patiemment, sans détour, comment l'abus s'installe insidieusement, comment la manipulation s'infiltre, comment l'affection devient un outil de contrôle, comment la peur remplace l'amour. Pour le jury, ce n'était pas seulement le contenu de ses réponses qui comptait, c'était aussi le contraste avec le comportement de Didi. Ses gestes d'agacement, ses notes griffonnées à la hâte, ses interruptions, sa manière de superviser chaque question comme s'il était encore en studio à diriger une équipe d'assistants. Rien de tout cela ne plaidait en sa faveur, c'était les signes d'un homme habitué à imposer sa volonté, un homme pris au piège dans un système qu'il ne pouvait ni acheter ni intimider. Pendant que Didi s'égarait dans ses attaques personnelles, le ministère public restait implacable. Pas de réactions inutiles, pas d'escalade. Il laissait Didi se détruire lui-même, lentement, méthodiquement. Pire encore pour la défense, leurs manœuvres de diversion ont explosé en plein vol. L'introduction de plus de 400 nouvelles pièces à la dernière minute, une tentative grossière d'inonder le tribunal sous les documents, a eu l'effet inverse. Le juge s'en est indigné, y voyant une preuve flagrante d'impréparation et de mauvaise foi. Chaque retard, chaque diversion, chaque argument bancal érodait un peu plus la crédibilité de Didi et de son équipe. Ce n'était plus la défense maîtrisée d'un homme innocent, c'était le chaos, la panique. À la fin de cette 4e journée, le contrôle de la narration ne se jouait plus sur les réseaux sociaux ou dans les colonnes des tabloïds. Il se jouait là où cela comptait, dans le tribunal, et dans ce tribunal, Didi était en train de sombrer. Les experts juridiques ont été catégoriques. Par son propre comportement, Didi venait d'apporter des éléments clés à l'accusation de racket RICO. Sa manière de diriger son entourage, chauffeur, assistant, garde du corps, dépassait le simple cadre de l'emploi. Il devenait, dans le contexte de ce procès, des complices, des maillons d'un système d'exploitation bien rodé. Les accusations de trafic sexuel, qui nécessitent de prouver la coercition et la force, prenaient une nouvelle dimension. Elles n'étaient plus des affirmations abstraites, elles devenaient tangibles, illustrées en direct par l'attitude de Didi lui-même. Chaque tentative de minimiser Cassie, chaque question visant à la rabaisser, chaque interruption pour reprendre la main, tout cela confirmait les fondements mêmes de l'accusation. Et les jurés, ils observaient, avec attention, chaque soupir agacé, chaque geste de nervosité, chaque moment où l'arrogance de Didi perçait sous la surface. Un juré a été vu prenant des notes méticuleuses, scrutant davantage les réactions de Didi que les réponses de Cassie. Un autre, jusque-là impassible, affichait désormais une posture fermée, les bras croisés, le visage durci par la désapprobation. Pour le ministère public, c'était de l'or en barre. Pendant que l'équipe de Didi se battait pour contrôler les gros titres, l'accusation, elle, gagnait le seul combat qui comptait, celui de la crédibilité devant les 12 jurés. En coulisses, la stratégie du gouvernement se confirmait. Ils savaient que l'ego de Didi serait sa perte. Ils anticipaient ses débordements. Ils comptaient sur son besoin maladif de tout contrôler. Et il n'avait qu'à rester patient, le laisser se dévoiler, se décomposer en direct. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Chaque faux pas de la défense renforçait leur dossier. Il ne s'agissait pas d'une rupture conflictuelle, il s'agissait d'un système d'abus organisé, méthodique. Les accusations RICO, que certains avaient jugées excessives au début, prenaient une résonance nouvelle. Didi n'avait pas seulement agressé Cassie, il aurait mis en place toute une structure pour faciliter et dissimuler ses agissements, des employés devenus complices, des outils de contrôle soigneusement orchestrés. Le 4e jour a révélé tout cela, non pas par des preuves spectaculaires, mais par le comportement même de Didi au tribunal. En tentant de reprendre la main, il avait exposé la vérité,
même ses avocats ne cachaient plus leur malaise. Des journalistes ont rapporté qu'ils s'étaient éloignés physiquement de lui, chuchotant entre eux à distance, l'attention visible dans leurs gestes. Leur langage corporel parlait d'eux-mêmes, gestion de crise. Pourtant, Didi persistait. Chaque fois que ses avocats tentaient de recentrer la défense, il glissait une nouvelle note, soufflait une nouvelle pique, posait une question destinée à humilier. Mais ces questions n'apportaient aucun fait nouveau, elles ne faisaient que renforcer l'image d'un homme obsédé par son image et son emprise. Un analyste l'a résumé ainsi: ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une masterclass en autodestruction. Le juge Aaron, dont la patience avait été mise à rude épreuve par les manœuvres dilatoires et les preuves de dernière minute, a fini par imposer une échéance stricte. La défense avait 12 heures pour terminer le contre-interrogatoire. Point final. Avec cette décision, la stratégie de chaos de Didi s'est effondrée. Dans l'opinion publique, son équipe de communication pouvait bien multiplier les titres accrocheurs. Mais dans la salle d'audience, le mal était fait. Cassie avait tenu bon. Le ministère public avait construit sa trame et Didi, par ses propres actions, avait validé chaque accusation de contrôle, de coercition et d'abus. Le 4e jour n'a pas seulement été un désastre pour Didi, c'était un tournant pour un homme qui a bâti sa carrière sur le contrôle du récit. Perdre pied dans ce tribunal était la pire des humiliations. Le tribunal levait sa séance, mais la leçon était claire. Didi était en train d'écrire sa propre chute. Et le public, tout comme les jurés, en était témoin. Une chose est certaine, le mythe de l'invincibilité de Didi s'est brisé. Aucune campagne médiatique ne pourra le sauver, parce qu'aux yeux du tribunal et de plus en plus aux yeux du public, Sean Combs n'est plus le maître de son héritage, il est l'auteur de sa propre déchéance. Ce 4e jour du procès, Didi marquera l'histoire. Un point de bascule, un désastre de son propre fait et le début de la fin.